Salut l'équipe, nouvelle vidéo pendant ce confinement. Et cette fois-ci, on va laisser un petit peu Michael Jordan de côté et on va s'intéresser au basket africain et toutes les influences que ce continent a eues sur l'histoire de l'NBA. Et avec nous, pour parler de ça, on a trouvé quelqu'un forcément qui peut nous en parler à la perfection. C'est Amadou Fall. Salut, Salut, comment ça va? ça va et toi? Ça va Bonjour très à bien. tous. Tu es à Johannesburg, c'est ça? Je suis à Johannesburg. On est là en confinement comme bon, un peu partout dans le monde, mais on ne se plaint pas. Bon, tant mieux. Avec nous pour débattre de ce sujet très large, on a Thomas, comme d'habitude, ça va mon grand? Ça va, impeccable. Je suis prêt à parler des meilleurs joueurs africains de l'histoire, ça va être cool. Nico Batum. Pareil, impeccable, ça va très bien, merci. Et toi, Steph, j'ai même pas envie de te demander comment ça va. Tant à ta tête, on sent que tu respires la joie de vivre. Moi, ça va bien. Je m'étais préparé pour parler de Arthur Ashe, moi, au tennis. Moi, je suis plus tennis que basket, mais bon, je vais devoir parler de basket, c'est pas grave. Tu sais que sur la First Team, on y réfléchit sérieusement à développer le tennis et tu seras forcément au cœur de tout ça. Thomas, tu pourrais nous faire un petit peu le profil et un petit peu d'Amadou Fall? Alors, Amadou, si je ne dis pas de bêtises, tu es bien le président de la Basketball Africa League. On est d'accord, aujourd'hui. C'est ton rôle. Alors, d'abord, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la Basketball Africa League? Alors, la Basketball Africa League, c'est une ligue professionnelle de basket que la NBA et la FIBA ont mis sur place en partenariat. C'est une culmination de tout le travail qui s'est fait sur le continent, qui va au-delà de 2010, quand on a ouvert les bureaux de NBA Afrique. En 2003, on avait lancé le premier Basketball Without Borders Africa Camp, qui continue à être organisé chaque année. Lorsqu'on a ouvert les bureaux en 2010, parce qu'à travers Basketball Without Borders, nous avions vu qu'il y avait un énorme potentiel en Afrique, non seulement pour trouver des joueurs, parce que ça n'a jamais été vraiment la mission de fond, parce que même sans que la NBA ait une présence physique sur le terrain en Afrique, on a eu Manute Bol, Hakeem Olajuwon, Dikembe et puis d'autres qui sont venus dans la NBA. Alors maintenant, l'idée, c'était vraiment de localiser le développement, notre stratégie de développement pour construire une véritable industrie du basket. On s'est focalisé au départ sur le grassroots. L'idée, c'était que, comme au foot, ce qui fait la popularité du foot et le fait qu'en Afrique, on compte beaucoup de joueurs dans tous les championnats du monde, c'est que le jeu est accessible. On peut la pratiquer n'importe où, on sort devant chez soi, on peut confectionner un terrain. Alors qu'au basket, il y a un minimum d'infrastructure. Alors, on s'est focalisé dans un premier temps à comment rendre le jeu accessible pour ces jeunes qui ont du talent, qui ont de la passion pour ce sport. Je vous donne mon exemple, je n'ai pas touché un ballon de basket avant 17 ans parce que je n'ai jamais été exposé à ce jeu. Comme tout le monde, je tapais dans le ballon. Et si vous écoutez Hakeem Olajuwon ou Dikembe, ils te diront que c'est la même histoire. Ils ont commencé très tard. Dikembe est allé en Amérique, pas en scholarship pour jouer au basket, mais il avait une bourse pour faire des études de pré-médecine. Et il a été découvert sur le campus même. Si vous regardez son histoire, il n'a pas joué en première année. C'est après qu'on l'a découvert dans le cafétéria, et puis il a commencé à jouer en JV, Junior Varsity, et après, le reste, il l'avait connu. Hakeem, c'est pareil. Il te dira qu'il y a un coach qui était venu dans son école au Nigeria pour faire une clinique de basket. Lui, il était un ball de hand. Et puis après, 6 mois plus tard, il est à Houston. Tu vois, Fly Slammer Jama, avec Clyde Drexler et tous ces gens. Number one draft de 1984, même avant Michael Jordan. Alors, imaginez-vous que deux des meilleurs de l'histoire de la NBA, deux des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA, auraient pu très facilement ne pas être exposés à cette opportunité. Alors, c'est pourquoi, pour nous, l'idée fondamentale, c'était de nous assurer qu'il y a des terrains, on forme des entraîneurs, on essaie de travailler avec la FIBA et les fédérations locales pour raffermir une expertise locale pour que des histoires comme Hakeem ou Dikembe n'arrivent pas que par le hasard. Alors, tout ce travail qu'on a fait, on a commencé par des camps, on a commencé à
mettre plus d'efforts sur BWB, à élargir le nombre de jeunes qui participent, mais surtout commencer à organiser la compétition. Et on a lancé les Junior NBA League et qui sont dans plusieurs pays d'Afrique en ce moment. Et même les deux premières éditions de la Junior NBA World Championship, il y a une Coupe du Monde des Junior NBA League où toutes les régions du monde sont représentées. La poule internationale a été gagnée par notre équipe d'Afrique les 2 dernières années. Alors, c'est pour dire que le talent, on sait que ça a toujours existé, mais il fallait l'exposer, il fallait l'organiser. Alors, de Junior NBA, on est passé à maintenant être beaucoup plus déterminé à identifier du talent et à trouver un cadre pour permettre à ce talent d'éclore et d'être formé. C'est pourquoi on a créé NBA Academy Africa à Saly, au Sénégal, où les jeunes maintenant viennent de partout en Afrique pour être formés dans une infrastructure de niveau mondial. Après, on a amené les Africa Games, où Nico a joué dans la première édition à Joburg en 2015. C'était pour donner l'opportunité à nos fans, il y a des millions de fans qui sont dans le continent africain, l'opportunité de voir le produit live sur le continent même, de voir ces joueurs africains qui continuent à venir de plus en plus dans notre ligue, performer sur le sol africain, et puis aussi pour inspirer plus de jeunes à vouloir jouer au basket. Alors, la Basketball Africa League, c'est une culmination de tout ce travail que nous faisions depuis plusieurs décennies, mais particulièrement depuis qu'on a décidé d'avoir une présence physique sur le terrain en 2010, quand on a ouvert le bureau de NBA Africa, juste avant la Coupe du Monde de foot. Alors, c'est là, c'est tout ce travail que nous venons mettre sur cette plateforme qui va permettre aux talents africains de vraiment s'exprimer. Parce qu'on a, dans l'histoire, on a eu à entendre des histoires hallucinantes. Si vous prenez Bismarck Biombo, il te raconte son histoire. Il est parti du Congo par la Tanzanie pour aller au Yémen. Il a joué au Yémen avant d'aller en Espagne. Alors maintenant, avec NBA Africa Academy, les Junior NBA, nous allons avoir une trajectoire qui est beaucoup plus prédictible pour assurer à ces jeunes talents l'opportunité d'être formés, d'être vus. Alors, ils n'auront plus le besoin d'aller à l'aventure dans des pays où il n'y a même pas de basket. On va créer l'opportunité sur le continent africain. Nicolas, pardon. Amadou disait justement que tu avais participé au premier match NBA en Afrique. Quel souvenir tu en gardes? C'était vraiment génial comme moment parce qu'on savait que c'était historique. C'était le premier match, on va dire, NBA avec que des joueurs NBA sur le sol africain. Donc, c'est qu'on m'a proposé ça, c'était 8-10 mois avant. Donc, ouais, bien sûr, tu acceptes tout de suite. J'étais avec Boris, et c'était en même temps, on avait l'équipe de France en même temps, mais on était voir la fédération, on leur a demandé, on leur a dit qu'on ne pouvait pas non plus louper ça, donc on avait ce poids-là avec Boris, donc on y a été. Mais c'est vrai que c'était un moment assez particulier, parce qu'on savait quand même qu'on marquait l'histoire. Ce n'était pas que pour nous, c'est aussi par rapport à nos familles, quand même, qui étaient aussi en Afrique, par rapport à tous les Africains qui pouvaient voir voilà, cette génération, première génération ou Africains qui ont réussi en NBA, avec d'autres joueurs, bien sûr, mondiaux sur le terrain. En même temps, là, il y a eu Hakim et Dikembe qui avaient joué ce match-là. Ouais, il était rentré, ouais. Il était rentré. Je me rappelle, j'avais supplié Pop, parce que c'était Popovic qui était le coach. Je l'ai supplié, s'il te plaît, je peux être sur le terrain en même temps qu'eux. Je l'ai littéralement supplié. Donc, j'avais la chance de pouvoir jouer avec lui dedans en même temps. Mais c'était vraiment. Tu voulais te faire contrer par Mutombo pour qu'il fasse non. Non, ça, je raconterai plus tard. Mais on a essayé de le faire, ça n'a pas marché. Mais non, j'ai fait une passe d'ess à Hakim Olajuwon. Pas mal. Ça, je peux le dire. Mais non, mais c'était vraiment une belle initiative. Et j'espère qu'on a eu quoi? Il y a eu 3 matchs depuis. C'est ça, il y a eu 3 matchs. Ouais. Il y a eu 3 matchs en tout. Et je pense qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Et voilà, qu'il y a encore plus de joueurs africains pour ce match-là. Ouais. Tout à l'heure, j'écoutais ton explication, Amadou, et donc tu parlais de créer finalement des passerelles plus simples et plus logiques pour les jeunes Africains. Et on sait que
On sait que le potentiel en Afrique est énorme pour ce que recherche la NBA. Mais on sait que la NBA, ça reste une élite. Mais on imagine que former aussi des basketteurs, tout le monde ne pourra pas la NBA, mais c'est aussi leur donner les moyens de s'en sortir avec le basket sans forcément être un top joueur NBA dans l'histoire, quoi. Absolument. Et on a des exemples tous les jours à leur présenter. Moi, ce qui m'enchante le plus dans ce travail, c'est justement de pouvoir peut-être pointer à des exemples de gens qui n'ont pas joué une seconde dans les parquets de la NBA, mais qui sont en train de faire des choses extraordinaires, que ce soit même au sein de la famille NBA. Je cite toujours l'exemple de Masai Ujiri, qui est le président, le general manager et tout à Toronto, de monter une équipe avec une base de joueurs africains, que ce soit Ibaka ou Pascal ou Ogi. Et puis aussi dans le staff, il y a d'autres individus comme Patrick Engelbrett, qui est sud-africain, qui est directeur du Global Scouting, Patrick Mutombo, qui est un assistant coach sur le banc. Il y a Jama Matlale, qui est de la Swaziland, qui est sur le banc aussi, de montrer que, bon, il y a énormément d'autres choses. Moi qui vous parle, je n'ai pas joué une seconde dans la NBA, mais on a eu l'opportunité de créer une autre passerelle. Et d'ailleurs, j'en profite pour vraiment, vous m'excusez encore, payer mon respect pour Pape Diouf, l'ancien président de l'OM qui nous a quittés il y a une dizaine de jours ou 2 semaines, parce que c'est un monsieur qui a montré la voie que ce que nous faisons aujourd'hui, ou bien ce que je faisais quand j'étais chez les Mavs, il y avait une opportunité de monter au plus haut de l'échelle en tant que de n'importe où d'où on pouvait venir. Alors, c'est juste pour dire que oui, on est hyper fiers de montrer aujourd'hui les histoires de Luc Mbamute, le premier joueur à être drafté de BWB, ou bien plein d'autres jeunes. On connaît les plus célèbres aujourd'hui avec Pascal ou Gorgui ou Joël. Mais il y a des centaines d'autres jeunes qui étaient en même temps dans ces camps et qui font aujourd'hui des choses extraordinaires. Ils ont eu des bourses, ils sont allés jouer en universitaire, ils ont eu leur diplôme et ils font autre chose aujourd'hui. C'est sûr que ce n'est pas nous à la First Team qu'allons dire le contraire, qu'on peut avoir des carrières de basketteurs minables et pourtant le basket nous offre les choses pour créer d'autres choses, pour travailler autour du basket, que ce soit dans les médias, que ce soit aussi dans le scouting ou dans les bureaux de franchise. Exactement. Encore une fois, c'est la raison d'être de la Basketball Africa League. Vous savez, même en ces temps de doute et d'incertitude dans le monde, avec tout ce qui se passe avec le COVID-19, la Basketball Africa League est extrêmement engagée à continuer à travailler dans les coulisses. Nous sommes en train de recruter, de bâtir notre équipe. Et hier, je faisais des interviews avec 2 jeunes médecins pour le poste de responsable médical de la Basketball Africa League. Et vraiment, dans les discussions, je vois des jeunes très bien formés, dynamiques, mais qui sont plus que des medical doctors. Alors, et on a juste échanger sur ce fait que cette ligue va créer des opportunités pour ces professions. Comme tu dis, des médecins, des gens qui vont être des broadcast specialists, des gens qui vont être des marketeurs parce qu'il faut vendre le produit. Et maintenant, avec cette ère digitale, avec l'ingéniosité qui existe en Afrique, on a un pool de talent extraordinaire où on va aller puiser, et puis dans la diaspora aussi. Amadou, tout à l'heure, tu disais que tu n'avais jamais joué au basket, tu as quand même touché un ballon. Mais si, j'ai jamais joué en NBA. Ah, ok. Non, j'ai joué en universitaire, j'ai joué au Sénégal, j'ai joué un peu en Tunisie, voilà. Parce que je disais juste que, j'ai pas été en NBA comme joueur. Mais parce qu'avant d'avoir cette responsabilité au niveau de la NBA Afrique, tu as travaillé pour les Mavs. Et j'ai une petite histoire commune avec toi, Amadou. Parce que quand tu bossais pour Dallas, moi, je suis venu avec l'équipe de France A' jouer les Summer League à Dallas. Tu étais dans la salle et j'ai un très mauvais souvenir parce qu'à l'époque, je m'étais fait dunker dessus très sale par Pavel Podkolzin, un Russe qui faisait 2 m 27 ou 2 m 28.
Maintenant, tu n'as vraiment rien à te reprocher parce que le chef faisait une passe de mettre je ne sais pas quoi et puis un bagarre extraordinaire. Non, je me souvian de cette équipe. Zan d'Almeida était dans Oui, votre équipe. Je exact. pense des gens Ran. comme Yacouba Diawara. Maxime Gianveni, Yacouba Diawara, tout ça. Ah, voilà. Ouais, ouais. Non, mais très bien. Parce que On tu es... s'était fait vraiment, c'était toujours pour nous à Dallas un grand plaisir d'accueillir ces équipes qui venaient d'ailleurs. On avait un tournoi qui s'appelait le Global Game. Et puis voilà, tous les gars, Nene, Thiago Splitter au Brésil à l'époque, Darko Milicic, tous les top lituaniens, JJ Barea, c'était un jeune de 16 ans quand il venait jouer dans le tournoi. Là. C'est vraiment Dallas, c'était ça. On a toujours voulu en faire un hub pour tous les talents internationaux pour venir. On avait ouvert nos practice facilities. C'est vrai, je me souviens très bien de ce voyage. Très bien. Et ben, en tout cas, pour ceux qui veulent continuer à suivre la Basketball Africa League, ça se passe sur tous les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur Facebook. N'hésitez pas à suivre tout ça puisque la Ligue commencera bientôt. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une date officielle pour le début? Non, comme pour tous les autres événements sportifs, il n'y a pas de date. Il n'y a pas de date officielle. Tout va dépendre de l'état des choses dans le monde et puis aussi de ce qui se passe sur le continent même, parce que nous envisageons de jouer dans plusieurs pays. Et maintenant, on va voir. De toute façon, on est déterminé et toujours préparé à lancer cette ligue cette année. Et c'est un projet à long terme. Tu vois, on va construire de manière méthodique et stratégique. Très bien. Donc, on a... Nico, juste toi, est-ce que tu as un regard un petit peu sur ces ligues de jeunes? On sait qu'on rappelle, pour ceux qui ne savent pas, que tu es d'origine camerounaise. Est-ce que toi, tu as un regard sur le développement justement du basket en Afrique? Bien sûr. C'est vrai que là, on a, par rapport à la Ligue, c'est vrai que moi, je joue avec Bismack. Donc, avec Bismack, on en parle beaucoup. C'est vrai qu'on parle beaucoup du développement de la Ligue, mais aussi avec ce que je fais aussi en France avec Villeurbanne. Voilà, c'est des projets qu'on a à long terme, voilà, de développer, parce qu'il y a déjà l'Académie de la NBA, il y a déjà ce qui se passe, mais après, moi, à ma mesure, c'est de faire quelque chose. Ça, c'est des projets qu'on a avec Tony et Gaëtan Muller. Ok, on va aller commencer, on va parler forcément de tous ces joueurs africains qui ont inscrit leur nom dans l'histoire de l'NBA. Et forcément, c'est compliqué de ne pas commencer avec Hakeem Olajuwon. Mais avant qu'on aille sur The Dream, j'ai l'impression que dans tous les joueurs qu'on va citer, les Africains qui ont marqué l'histoire de l'NBA, et là, Madou, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis, c'est qu'on voit beaucoup de pivots. Est-ce qu'il y a une fibre particulière en Afrique pour développer des pivots? Ce n'est pas intentionnel, mais c'est justement pour vous montrer que, parce que la plupart des joueurs n'ont pas eu l'opportunité d'être exposés au jeu en bas âge. Parce que pour être un meneur de jeu ou un joueur de champ du style de Nico, 6'8", qui est versatile, qui sait shooter, faire la passe, amener la balle, c'est du travail qui doit être commencé très tôt. Parce que c'est des répétitions à n'en pas finir. Il faut des infrastructures pour cela. Alors, comme je te dis tout à l'heure, je n'ai pas touché un ballon à 17 ans, pareil pour Hakeem et bien d'autres. Mais ce qui se passe, c'est qu'on peut peut-être rattraper une partie de ce qu'on a raté en bas âge plus facilement qu'en tant que grand, parce qu'il est accepté que peut-être la plupart des grands pivots sont à leur pic vers 27 ans. Alors, c'est ce qui fait que si on a les dispositions physiques, on peut apprendre certaines basics qui nous permettent de courir, d'attraper la balle sans marcher. On a une plus grande marge, alors que pour un meneur de jeu qui vient en Amérique, et j'en ai connu des gens hyper talentueux, Joe Tuomo, qui est aujourd'hui coach à la NBA Academy, qui vient du Cameroun, qui a joué à Georgetown avec les Victor Page et Allen Iverson. C'est un super talent sur le continent. Pour aller jouer à Georgetown, ça, il faut le faire. Mais je suis sûr que ces jeunes-là, s'ils avaient le même background en termes d'opportunités pour commencer à jouer tôt,
on va voir, et c'est là où on va aller dans l'avenir, on va voir de plus en plus des joueurs de sang venir dans la ligue. Et on commence à le voir. Et c'est la raison pour laquelle, pour nous, la nécessité d'avoir la NBA Academy Africa pour former des joueurs de toute position. Alors, on voit des grands parce que l'Amérique se dit qu'on a plein de jeunes, de joueurs de champ. Et la compétition est maintenant de plus en plus. On a vu Tony Parker, les Nico, les Boris, les Michael Pietrus, des three-men qui sont venus dans la NBA et qui se sont forgés, qui ont établi leur identité. Alors, de la même façon, ça va venir pour l'Afrique. Et je pense que ça commence à venir. On voit des gens comme Pascal Siakam, c'est une autre gamme, tu vois, d'ailiers. Et je pense qu'il y a des jeunes qui sont dans le pipeline, qui commencent à être décomplexés, qui savent que, avec du travail et développer leurs skills, et ils vont venir en masse dans notre ligue. Très bien. D'ici dans les 10-15 prochaines années, on risque de voir des meneurs africains, alors que c'est vrai que depuis les 30 dernières années, on a plus vu des pivots. Ça, c'est garanti. Je pense qu'on a commencé à en voir quelques. Il y avait un jeune qui était à l'université de Texas, je crois, qui s'appelait Mike Kabongo. Ça, c'est des jeunes qui sont nés en Afrique. C'est vrai qu'ils ont passé du temps en Amérique et tout, mais n'empêche de dire que si l'opportunité existe, les jeunes vont émerger. Vous savez, moi, j'ai été très inspiré par l'INSEP, le travail qui se faisait en France, parce que quand j'étais à Dallas, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Et je me suis toujours dit que si jamais en Afrique, on avait l'opportunité là pour nos jeunes, où ils sont identifiés de partout, inclus des dom-toms, ils sont amenés dans un cadre où ils sont coachés, ils vont à l'école. C'est pourquoi ce n'est pas une surprise que la France, pendant très longtemps, a eu le plus grand nombre de joueurs dans notre ligue. Moi, j'ai vu Nico à 16 ans. Je ne sais pas si tu t'en souviens, dans un gymnase, ce n'était pas à l'INSEP, mais dans mon travail, je suis une tournée en Afrique. Et Ouna m'avait parlé de ces jeunes, et on est allé voir. C'est juste pour dire que plus tôt on expose ces jeunes, et je pense que le nombre va grandir. Donc, très bien. On va commencer donc à faire cette liste non exhaustive. Et forcément, je le disais tout à l'heure, Karim Abdul-Jabbar est un exemple pour tout le monde. Les gars, on est d'accord de se dire que… Hakim Olajuwon, peut-être. Hakim Olajuwon, tu voulais dire, non? Je dis quoi? Karim Abdul-Jabbar. C'est le confinement. Je n'ai pas vu l'air depuis trop longtemps. Donc, Hakim Olajuwon, évidemment, vous avez compris. On est d'accord que quand on parle d'Africains et de NBA, forcément, le premier nom qui nous vient à l'esprit, c'est Hakim Olajuwon. Oui, clairement. De toute façon, il est pour moi de loin le meilleur joueur africain de l'histoire, sans aucun doute. Amadou le rappelait tout à l'heure, c'est un ancien gardien de but qui a commencé le basket à 17 ans. On a quand même du mal à imaginer que ce gars-là, certes, avait la taille et les attributs physiques de base, et le fait qu'il était gardien lui a permis de travailler, d'avoir la dextérité avec ses mains. Mais moi, je suis toujours ébloui par la faculté des gars à commencer le basket à 17 ans, aller à la fac aux États-Unis, à Houston, et à dominer dès ses premiers instants à la fac, puis d'aller en NBA, d'être premier choix de la draft et de dominer tout de suite au sein de la NBA. Hakim, de toute manière, moi j'aime bien dire souvent que c'est mon pivot idéal. Les deux côtés du terrain, un physique, des cannes, des mouvements qui lui sont propres, meilleur contreur de la NBA, un des tout meilleurs intercepteurs aussi. Voilà, c'est le joueur ultime du poste, sans l'extra domination de Shaq, par exemple, ou de Karim dans un autre profil. Nico, on le disait tout à l'heure, Hakim Olajuwon, il arrive à 17 ans aux États-Unis, il était gardien de but. Et quand on lit un petit peu son histoire, c'est quelqu'un qui a appris archi vite parce qu'il arrive, c'est Houston, c'est une fac qui joue le titre universitaire. Après, il est drafté par Houston, qui était finaliste en 81, je crois, et qui sera finaliste aussi après, 2 ou 3 ans après. C'est un mec qui, très vite, en 5-6 ans, j'ai envie de dire, c'est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde. Ouais, et je pense que même il était plus âgé que 17 ans. Parce que, souvenez-vous, je ne pense pas qu'il ait fini ses 4 ans
en université quand il entrait dans la draft. So, il pouvait être même 19 ans quand il venait, 18 ou 19 ans quand il venait dans la ligue. Sorry. Il fait 3 ans, ouais, effectivement. À Non, non, 21 mais ans, il entre en NBA. il a clairement, oui, il avait un don, voilà, c'était inné, quoi. Il pouvait commencer à 20 ans, il aurait été dominé, je pense, il aurait dominé directement. Donc, il y avait un truc qui ne s'apprend pas. Et heureusement pour nous, il s'est mis au basket et puis il a fait rêver depuis la fac jusqu'à la NBA. Après, c'est peut-être le meilleur africain, certes, c'est peut-être aussi le meilleur joueur étranger de l'histoire. Si tu pars directement, donc ça montre vraiment ce que c'est entre lui et Dirk, je pense. Mais c'est vraiment, voilà. Oui, c'est entre lui et deux, oui. Amadou, Et toi qui étais à Dallas, qui a travaillé avec Dirk, mais toi qui es africain et qui a les racines avec Hakim Olajuwon, montre-nous ton choix, toi. C'est compliqué pour toi. Non, mais écoute, là, c'est une question. Je disais tout à l'heure à Pavel et Jean-Luc que bon, je ne voulais pas entrer dans des débats de classement. Mais là, c'est quelqu'un qui fait l'unanimité. Je n'ai aucun problème à dire que c'est le meilleur joueur africain de tous les temps. Et tu parlais tout à l'heure de Shaquille, mais c'est des gens qui tiennent Hakim comme leur modèle. Il y en a parmi ces pivots de l'histoire qui te diront que oui, Karim, c'est le leader de tous les temps en termes de scoring et tout cela, mais en tant que le pivot moderne qui a allié la dextérité, l'élégance, comment dire, efficiency, et puis l'efficacité, un contreur. C'est vrai qu'il a fait des deux côtés du terrain. Il n'y a aucun doute. Tu parles à Dikembe ou les gens actuellement, Hakim, c'est le gars. Hakim, il a aussi pour lui sa personnalité qui est… Bon, il était très pieux, enfin, il est toujours d'ailleurs très pieux. Pas au début. Pas au début, c'est vrai, pas au début. Avant qu'il se convertisse à l'islam, d'ailleurs, il y a ce reportage sur le doublé des Rockets qui est exceptionnel. Je ne sais pas si on peut le trouver sur YouTube. Et en fait, il explique Hakim, je vais y arriver, qu'en fait, il était archi nerveux. Il était archi nerveux. Il pétait les plombs, il s'en prenait à ses coéquipiers. Et il a trouvé la sagesse avec la religion. Et c'est devenu Hakim avec un H. Et d'un coup, après, c'est comme ça qu'il s'est construit pour devenir le champion, au sens propre comme figuré, qu'il est devenu. Et c'est vrai qu'on est dans l'ère de Michael Jordan. On parle de Michael Jordan énormément en ce moment. Hakim, il y a un truc qui revient toujours, c'est que non seulement il a gagné les 2 titres des retraites de Michael Jordan, même si le deuxième, Jordan était revenu, mais il y a toujours cette chimère, cette idée que les Houston Rockets d'Hakim Olajuwon en finale auraient peut-être battu les Chicago Bulls. On ne saura jamais. On ne saura jamais. C'est ce qui fait l'intrigue et la beauté de cette ligue. C'est pourquoi c'est toujours difficile. Ça va toujours être un débat très intéressant et passionné pour décider de qui est le meilleur de tous les temps. La plupart, c'est générationnel. Hein? Et je pense que moi, je me rappelle de James Worthy. C'est un joueur qui était extraordinaire. On n'en parle pas trop parce que bon, il a joué dans l'ombre de Magic et de Karim, mais ça c'est en termes de jeu de jambes, en train de quelqu'un qui peut le faire dedans et de l'extérieur, c'était, il y en a plein dans l'histoire. Et c'est ce qui fait la beauté de cette ligue, je pense. Et mon ami Maktar Ndiaye, il est où dans ce classement, Amadou, mon ami Maktar Ndiaye? Le Big Maktar Ndiaye. Big Mac. Un pionnier. Le premier joueur du Sénégal à être sur un roster NBA avec les Vancouver Grizzlies à l'époque. Il travaille maintenant pour les New York Knicks dans le front office. Il est en train il continue d'être très impliqué. Il fait de très bon travail. Et, je pense que c'est quelqu'un aussi qui a un bel avenir dans le sillage des joueurs qui se reconvertissent dans le management, que ce soit au front office. Et après, il a eu à être agent, à représenter des joueurs. Vous avez des choses à rajouter sur Hakim Olajuwon, les gars? On en a beaucoup parlé dans la vidéo sur les pivots, justement, du fait que dans l'ère des pivots des années 90, avec tous les grands talents qu'on connaît, les Pat Ewing, les Shaq, les O Morning, les David Robinson, il est celui qui les a dominés. Donc, tu vois, ici, tu es peut-être le meilleur. Allez, top, sur le podium des meilleurs joueurs sur ton poste, c'est normal que tu sois le meilleur joueur du fait d'être étranger, quoi. Et c'est vrai que je rejoins
Nico, il est potentiellement le meilleur joueur étranger de l'histoire. Devant Dirk. Hein, Steph, devant Dirk. Not sure about that, my friend. J'attends le quadruple double de Dirk. Hein. Ça sera l'occasion d'une autre vidéo. Il y a un autre pivot, forcément, donc on est obligé de parler de lui après Hakim. Ben, c'est Dikembe, Thomas, Dikembe qu'on a eu la chance de rencontrer sur un match à Londres, où à l'époque, les matchs NBA se faisaient encore à Londres. Et pas, alors Dikembe dans un rôle bien plus défensif, même si ce n'était pas non plus c'était pas le pire des attaquants, mais ce n'était pas non plus sa qualité première. Par contre, voilà, il a marqué la ligue avec cet état d'esprit de dire Not in my house. Nico, c'était un mec qui, avant tout, comme Rudy un petit peu le fait en ce moment dans le basket un peu plus moderne, mais Dikembe a fait sa place et a marqué la ligue par sa défense. Alors Nico ne va pas te répondre parce qu'il a frisé. Mais, d'accord. Bon, je vais te répondre. Moi, il y a un truc qui est ouf avec Dikembe Mutombo, c'est que c'est un rookie All-Star. Et tu vois, quand on dit oui, Dikembe Mutombo n'est qu'un joueur défensif et tout, je connais peu de joueurs seulement défensifs qui déboulent en NBA et qui sont All-Star la première année. Ouais. Et ce qui est bizarre, c'est que son année rookie, quand il arrive à Denver à 25 ans, son année rookie, c'est celle où il est le plus prolifique en attaque de toute sa carrière. Il frôle les 17 points. Il n'a plus jamais atteint cette barre-là quand il arrive à Denver. Alors, c'était beaucoup moins de talent que Hakeem Olajuwon côté attaque, beaucoup moins de post-up et de move et de footwork que pouvait avoir Hakeem. Mais défensivement, on était quand même au-dessus d'Hakeem Olajuwon, cette dissuasion au niveau du contre. Et puis il avait ce cœur Dikembe Mutombo de ses finales NBA où il mange les coudes de Shaquille O'Neal pleine tête, où chaque il prend pas un passage en force de finale. C'est quand même pas payé. Hein. Et il recule pas, il est là. Et puis, le côté en dehors du terrain, enfin, Dikembe, tu lui parles, tu l'écoutes parler, il te met tout de suite le sourire, quoi, la bonhomie de Mutombo. C'est un grand monsieur, Dikembe Mutombo. Absolument. Et je pense que pour le comparer à Hakim ou les autres pivots, il est dans une catégorie spéciale parce que beaucoup plus spécialiste. Il a dominé en défense et il a dominé dans la protection de la raquette. Et c'est vrai. Et je pense que quand même, ses moyennes en attaque ne sont pas minables pour un pivot, je pense. Voilà. C'est ce que les gens oublient. Bon, c'est vrai que comparé à Shaquille ou Karim ou Hakim, mais ce qu'il a fait en défense, ou même quand il ne contre pas, il dissuade les autres à venir. Ça, tu peux pas, ça n'apparaît pas dans la feuille de stats. Nico, avant que ça frise, je disais que Dikembe s'était fait sa place, même si on le souligne, et c'est important de le souligner, que ce n'était pas le pire des attaquants. 17 points, Steph l'a dit, lors de son année de rookie en moyenne. Mais c'est un mec qui s'est fait sa place et sa légende par la défense, un petit peu comme Rudy est en train de le faire en ce moment. Oui, bah c'est clairement ça. Quand tu penses à Dikembe, tu penses au compte, tu penses à son nono, tu penses à ça. C'est l'un des tout meilleurs défenseurs, je pense, de l'histoire, surtout à son poste. Il a su faire son empreinte, avoir une identité toute sa carrière qui a été respectée, toute sa carrière par tout le monde jusqu'à maintenant aujourd'hui. Et maintenant, puisqu'il fait maintenant aujourd'hui pour l'NBA, il continue à bosser, pas seulement sur ce qu'il a fait sur le terrain, mais ce qu'il fait maintenant pour l'Afrique et pour la Ligue en général. De toute façon, dès que tu vas à un événement NBA, il est là. Dès que tu es dans les bureaux, il est là. Ça peut être en Chine, en Inde, en France, aux États-Unis, partout. Il sera toujours là. Il est partout. Donc, non, c'est quelqu'un qui a compté, qui compte toujours pour le basket africain et la NBA. Et moi, je l'associe, tu vois, mine de rien, il est associé à des grands moments de NBA. Le premier moment, c'est évidemment 94, le premier upset, premier contre 8e de l'histoire, Denver contre Seattle. Donc, tu sais, ce moment où il attrape le ballon, c'est un moment hyper iconique dans l'histoire de NBA, peut-être parce qu'on l'a beaucoup vu à l'époque sur NBA TV. Tu sais, c'était dans les clips, on nous l'a beaucoup ressassé. Donc, si les plus jeunes ne connaissent pas cette histoire, qu'ils y aillent parce que c'est un moment incroyable. Mais je l'associe aussi, parce que j'ai vu il n'y a pas longtemps le récap de la saison 2007-2008 des Houston Rockets. Il est clairement vieux, très vieux. C'est une année où il y a T-Mac et Yao Ming. Ils sont parmi les challengers des meilleures équipes pour aller chercher un titre. Ils ont des problèmes de blessure. T-Mac est blessé. Yao Ming se pète le pied pour la fin de la saison. Dikembe Mutombo rentre dans le 5 majeur et c'est à ce moment-là où ils font 22 victoires d'affilée, 23 victoires d'affilée. C'est ça, 22, je crois. 23.
C'est 23 victoires d'affilée. Et ce qui est marrant, c'est les commentaires des autres joueurs. Ils disent, mais Dikembe, c'est un monsieur. Il nous calme par sa présence, par son charisme. Rien que sa présence dans le vestiaire est importante. En plus de ça, tu ajoutes son impact défensif qui est monstrueux jusqu'à la fin de sa carrière, même s'il tourne à 3 points de moyenne. Et il a un impact lorsqu'il rentre sur le terrain. Voilà, c'est aussi ça, Dikembe Mutombo, c'est qu'en jouant jusqu'à 40 ans, il a eu un impact. Et puis c'est un mec qui a marqué ses franchises, alors par son impact sur le terrain, mais aussi en dehors. C'est quand même un garçon qui a son maillot retiré dans 2 équipes, dans 2 franchises différentes, à Denver et à Atlanta. Pour un garçon qui a joué 5 ans à Denver et 4 ans et demi à Atlanta, c'est pas non plus énorme dans les franchises, mais c'est un mec qui a marqué les franchises sur le terrain et je pense aussi en dehors des terrains. Alors, c'est bien que tu parles du en dehors du terrain parce que ça a été aussi, de mémoire, arrêtez-moi si je me trompe, le premier joueur africain marketing. Souvenez-vous, Adidas, les paires de chaussures qui sortent, Adidas ne va pas chercher Hakeem Olajuwon. Hakeem Olajuwon, qui était, je ne sais pas chez quel équipement il était, mais il n'a jamais eu sa chaussure brandée. Il y avait la Mutombo Adidas qui était, souvenez-vous à l'époque, c'était un modèle magnifique déjà. Et Dikembe Mutombo, c'était ça aussi. C'était vraiment aussi un produit marketing sur lequel Adidas avait misé. Et pour les plus jeunes, allez voir le modèle Mutombo Adidas quand il est sorti. C'est une paire magnifique. Donc on le voyait dans les pubs. Adidas s'est aussi emparé de ce phénomène-là pour le mettre, pour le mettre sur le devant de la scène aussi. Ouais, c'est une grosse personnalité. C'est quelqu'un, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il a ce charisme et il aime aller vers les gens. Et puis aussi, tout ce qu'il a fait dans le domaine de la philanthropie. Moi, j'ai été à son hôpital à Kinshasa, je crois même 5 fois, juste voir le progrès, son niveau d'engagement. Et tout ça, ça crée de la valeur autour de sa personnalité. Et forcément, les Adidas, évidemment, c'est quelqu'un à qui ils tiennent beaucoup. Et je pense que la chaussure, la marque dont tu parles, existe toujours. Hakeem, il était avec Pony, je crois. Oui. Mais bon, c'est quelqu'un beaucoup plus réservé. Je ne pense pas qu'il a exploité l'aura qu'il avait à ses fins commerciales, mais n'empêche que c'est un super business person. Il s'active dans d'autres choses à Houston qui sont beaucoup plus behind the scenes, que ce soit dans le real estate ou c'est une autre forme de reconversion, je pense qu'il a réussi aussi. On a parlé des deux images fortes vraiment du basket africain avec Dikembe et Hakeem. Maintenant, j'ai envie de vous poser une question. Si vous deviez me citer un troisième nom, vous citeriez qui? Manout. Exactement. Moi, je dirais Manout Ball parce que Manout, c'était bien avant, c'était Dikembe bien avant Dikembe. Et puis aussi, il a transformé la ligue dans la mesure où, oui, c'était un contreur d'élite bien avant Dikembe, mais aussi, si vous vous souvenez, avec Don Nelson, ils ont commencé à faire du pick and pop avec Manout qui tire à 3 points et qui est devenu une arme létale à 3 points. Un gars qui avait aussi une super personnalité. Et aussi pour moi, hier, j'écoutais Luol Deng avec Paps Mansubansu. Et Luol Deng, c'est Manout. Il dit l'histoire, Manout en off-saison qui va en vacances en Égypte. Il organise un camp et c'est là où il rencontre Luol, un gamin de 7 ans. Et depuis là, Luol, après, il est parti en Égypte, à Londres, après ils sont venus à high school aux États-Unis et tout ça, c'était Manout. Et il s'est investi beaucoup au Soudan du Sud. Il a contribué à la libération de son pays, qui était avant dans le même, enfin, c'était un pays avec le Soudan, et ils ont acquis leur indépendance. Et Manout reste une inspiration pour toute une génération de joueurs africains, pas seulement d'origine sud-soudanaise. Je pense qu'en termes de statistiques et tout cela, peut-être que bon, les chiffres vont être, mais regardez dans l'histoire de la Ligue, je suis sûr qu'il est dans le top en ce qui concerne les... Voilà. Nico, toi, quelle image tu gardes du joueur Manout Ball? C'est un des pionniers, de toute façon, c'est entre lui, Dikembe et Hakeem, c'est un des pionniers. Drafté en 85. Hein.
Ouais, c'est ça. Mais là, on a l'image du grand, tout fin, mais voilà, qui était un énorme contreur, qui savait tirer, qui savait shooter. C'était pas seulement voilà l'image du grand, c'était un vrai joueur de basket quand même. C'était un vrai joueur qui a fait une bonne petite carrière entre Golden State, Washington. Washington, il y en a Et une troisième, Philadelphia. Philly. Et Philly, donc ouais, c'était quelqu'un voilà, qui a marqué. Il y a son fils qui est en train de prendre le relais derrière. À Denver, c'est une bonne chose aussi, qui fait qui a le même corps. Qui a le Ouais. même corps, donc c'est exactement le même quasiment. Il est un Donc, peu plus petit quand même, non? Oui, 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 oui. Oui, oui. il ne fait que 2,15 m. Mais Il fait 2,15 m, il joue comme un poste 2. Ouais, par contre, il joue vraiment un poste 2-3. ailier, Ouais. un vrai dribble, il a un vrai potentiel. Lui. Mais après, si vous vous posez la question, qui après vous pensez après Mutombo et Hakim? Alors oui, Manu de Ball, mais si j'ai envie de parler d'influence et de performance basket, et Amadou en a parlé, Liu Holdeng qui est énorme avec les Bulls, qui avant l'arrivée de Pascal Siakam et de Joel Embiid était seulement le troisième joueur africain à avoir été All-Star en 2012 et 2013. Liu Holdeng qui sort d'une grande fac, qui avait la tête sur les épaules quand il sort de fac. Liu Holdeng, au niveau du basket pur, je le place un petit peu au-dessus de Manu Ball, parce que ce qu'il a réalisé en NBA, c'est quand même monumental, Liu Holdeng avec les Bulls. Ouais, je pense qu'on parlait de Manu par rapport à l'impact, Oui. en termes de pionnier, c'est générationnel encore une fois. Mais effectivement, pour moi, Loual, c'est le premier joueur africain qui commence à être légitimisé dans le domaine de la polyvalence. Là, on sort du cadre des pivots classiques, dos au panier, contreur, rebondeur. C'est un vrai joueur de basket à 6'9". Et il est venu, c'est vrai, au lycée à Blair Academy, après d'aller à Duke, et puis d'avoir eu le culot de dire après sa première année que hey, moi je suis prêt, j'y vais. Et je me rappelle à l'époque, j'étais à Dallas, et bon, c'est un jeune que j'ai connu depuis longtemps. Il y avait beaucoup de controverses au niveau de. Je ne pense pas que les gens à Duke ils s'attendaient à ce qu'il allait partir parce que, bon, il a eu une super première année, freshman, mais bon, je pense qu'il commençait à faire des plans autour de lui. Mais lui, il avait la confiance pour dire que, hey, moi, je vais y aller. Et je vais vous raconter quelque chose. Je me rappelle, à l'époque, à la draft, nous avions le 5e choix de draft. Et bon, tout le monde connaissait que, bon, moi, je connaissais Loual et c'est un garçon que j'ai énormément apprécié. Et depuis le lycée et tout, et nous, il nous intéressait énormément. On n'avait pas de pic avant d'aller dans la draft. Mais après, il y a un deal qu'on a fait, je ne me souviens plus des paramètres, et on a obtenu le 5e choix de Washington, en échange de, je ne me souviens même plus, je sais que Jerry Stackhouse est venu chez nous avec cette draft, je pense aussi peut-être même Joan Howard à l'époque. Anyway, on a eu le 5e pick. Et comme on n'avait pas de pick avant la draft, on n'avait pas pu attirer les gros noms pour le walkout. Et, bon, on était obligé peut-être d'envoyer notre psychologue pour aller à Chicago pendant le pre-draft pour interviewer Loual, il y avait Devin Harris à l'époque, quelques autres à qui on s'intéressait. Mais bon, comme l'équipe avait besoin d'un meneur de jeu, et je pense que Steve Nash venait de partir, ou bien non, il était là, mais je pense qu'après il est parti un an après ou quelque chose comme ça. On avait besoin d'un jeune meneur pour le futur. Alors on avait opté de prendre Devin Harris avant Loual. Et le jour d'après la draft, le mec me dit, gars, vous allez payer pour ça. Et chaque fois, allez retrouver les stats. Chaque fois qu'on avait joué contre Loual, contre Dallas, il avait ses plus gros matchs de la saison. Pour moi, j'ai beaucoup de respect. Et voilà, quoi. Je pense que quand même, il est tout haut pour moi quand on parle de l'histoire des joueurs africains dans notre ligue. Ça, c'est un vrai truc de joueur NBA. Ça. Nico, toi aussi, tu as des équipes comme ça contre qui tu veux performer un peu plus que d'habitude? Ouais, non. Si, Houston, parce que Houston m'a drafté et m'a trade direct, mais bon,
j'ai jamais eu de rancœur avec eux, parce que ça a bien marché pour moi derrière. Donc bon. Ouais. Non, mais là, c'était Bah oui, c'est juste dans l'histoire, bien sûr. c'était pour le fan. Hein. Mais oui, Ouais. bien sûr. Bien sûr, Après, Devin Harris, c'était correct quand même. bah, il a été le star Voilà. de New Jersey après. Voilà. On n'a Donc, pas. Donc, tu as fait un good choice quand même, Amadou. Ouais, bon, on avait besoin de ça. Bon, on a avec Dirk et Steve Nash à l'époque, je pense que bon, you know. Oui, tu peux faire des perfs avec les deux. Thomas, Liu Holding, il n'est pas encore en contrat il n'est pas payé encore par les Lakers? Bah, alors, c'est sûr qu'il il avait signé son gros contrat de 70 millions de dollars, on se souvient. Et, je vais regarder en même temps. Mais oui, il devait lui donner 5 millions de dollars sur quelques années. On se souvient qu'il avait signé en 2016 avec Mozgov aux Lakers. De superbes contrats qui ont été bien amortis par les Lakers. Et donc, du coup, depuis, Liu Holding a pris sa retraite. Il finit à Minnesota en 2018-2019. Ouais. Absolument. C'est quand Thibodeau a rapatrié tous ses anciens. Oui, exact. Rose, tout ça, la totale. Il en a fait une EHPAD des Timberwolves, mon gars. C'est que je regarde. Ça passe derrière. Nico, juste, j'avais une question pour toi et Amadou aussi. On sait qu'aussi, il y a plein de joueurs américains, mais d'origine africaine. Je pense notamment à Victor Oladipo. Je pense à toi. Est-ce que vous, vous discutez entre vous des fois un petit peu justement de ce développement en Afrique entre joueurs d'origine africaine qui ne sont pas directement nés sur le continent, mais qui ont quand même des vraies attaches? Bien sûr qu'on en parle et surtout, ça a commencé depuis le match, justement. Depuis le match de 2015, justement, c'est là où on a commencé à mettre la lumière sur pas mal de joueurs parce que je me rappelle quand je l'ai fait, moi, on était à l'hôtel, tu as Chris Paul qui vient voir Boris et moi qui nous dit « Vous êtes africains, vous ?» Donc, tu vois, du coup, ça permet d'ouvrir la lumière sur des joueurs aussi de première génération africaine comme nous et du coup, d'avoir une communication avec Schroeder, pas une fois avec Denis Schroeder, j'ai commencé à parler avec lui également. Donc, tu as Oladipo. Gambien, c'est ça, Schroeder? Ouais. C'est ça. Ouais. Moi, quand j'ai fait, il y avait Yanis qui a joué. Ouais. Yanis avait joué, on avait beaucoup parlé avec lui. Donc, je pense que ça permet aussi d'ouvrir les yeux à pas mal de joueurs comme. J'ai parlé de moi parce que mon profil à moi, qui sommes de première génération et pas forcément 100% africains comme peuvent l'être tous ceux qu'on a nommés auparavant. Et je pense que ça ouvre justement plus de panoplie pour justement aider à faire grandir encore plus le basket africain plus tard. C'est Evan aussi, Evan qui s'investit en Algérie. L'Algérie, ouais. La dernière fois, on l'a vu d'ailleurs, il revenait d'Algérie et il avait fait un camp là-bas. Il avait été époustouflé, il était ému en disant que même là-bas en Algérie, qui n'est pas spécialement connu pour le basket, c'est plus le foot et les techniciens, il avait dit que là-bas, il y avait une vraie culture basket aussi en Algérie. Et on ne le savait pas, quoi. Sur son aventure et son camp, là, il y a Youssef Oudiassia qui avait fait un sujet incroyable où on voit Evan ému aux larmes. Et il avait une petite qui avait été élu MVP du camp qu'il avait envoyée avec une scholarship à la fac aux States, Arizona. Ouais. Mais c'est vrai que Yann aussi qui est au Bénin, Yann Maimi. Voilà, et Yann qui fait de très bonnes choses. Il a joué, je pense, dans le deuxième match en 2018. Et je veux dire, pour le premier match, Nico, quand tu es venu avec Boris, mais après, Evan, il a gueulé. Il avait gueulé, mais oui. Oui. Moi, je suis algérien. Bah oui. Voilà. Ils disent qu'ils sont pas plus africains que moi. Evan Mehdi. Voilà. Et du coup, on a travaillé avec lui sur le premier camp en Algérie. On a envoyé des collègues dans notre basketball operations department. Maintenant, je vous dis, par exemple, avec le feu commissioner Davidson, alors chaque saison, au début, lorsque les rosters sont rendus, moi, je réclamais tous les mecs, je ne sais pas, qui jouent pour la France ou la Grèce ou whatever. J'ai dit, c'est les Africains, je veux les compter parmi les nombres. Alors, c'était toujours le débat, même une année, Didier Mbenga. Alors, je dis Didier Mbenga, je sais qu'il débarque en Belgique à 19 ans ou je ne sais pas quoi. Moi, je suis allé le voir plusieurs fois, quand il était à Louvain, des trucs comme ça. Après, on l'a signé à Dallas. C'est un Africain. Mais non, on me refusait de le comptabiliser comme joueur africain. Ouais. Alors, anyway, c'est juste pour dire que, nous, on est là et vraiment l'intérêt que des gens comme Nico ou Yann et Yanis, même, qui a été très vocal par rapport à ses origines, et, vouloir aller retourner faire des choses au Nigeria. Et nous soutenons tout le travail de tous ces joueurs. Boris, pendant
travaillé dans des camps pour des filles au Sénégal. Luc Mamouté et les gens de partout. On aime bien quand ils viennent. On a travaillé une année avec Joachim Noah au Cameroun. Il avait construit un terrain dans leur country club de tennis. Là. Et puis, c'est un gars aussi très engagé. Alors, c'est vraiment, je pense, oui, comme Nicole a dit, lorsqu'on organisait ce premier match, ça a créé un grand déclic et beaucoup de joueurs cherchaient à venir participer par la suite. Et aujourd'hui, il y a plein de joueurs. Tu as parlé de Luc Mbamouté qui fait une carrière NBA tout à fait honnête, qui est moins sous les projecteurs que des joueurs qu'on vient de citer, mais par contre, qui est, lui, avec le Cameroun notamment, qui est très, très impliqué depuis très longtemps, notamment pour le développement du basket au Cameroun. Absolument. Je me souviens, je pense qu'en 2007, le championnat d'Afrique en Angola. Alors, Luc qui débarque à la mi-temps du match. Il est venu de l'aéroport. Je vois les gars sur le banc mettre ses baskets et tout. Le Cameroun est allé en finale cette année. C'était la première fois de l'histoire. C'était lui avec les Patrick Bouli. Il y avait d'autres jeunes qui étaient dans l'équipe du Cameroun, mais c'était Luc, le porte-flambeau. Et puis après, il a été très inspiré d'organiser tous ces camps où Joël a participé. Après, c'était lui qui vraiment faisait les recommandations pour les jeunes du Cameroun qu'on invitait à Basketball Without Borders. Alors, Joël Embiid, et il y en avait bien d'autres qui n'ont pas joué en NBA, mais qui ont eu de très bonnes carrières universitaires. Il continue à faire ce travail. Et d'ailleurs, je suis en train de lui parler, qui va travailler sous une forme ou une autre avec nous au niveau de la Basketball Africa League. Donc d'ailleurs, Lual Deng est notre Global Ambassador pour la Basketball Africa League. Ces joueurs représentent énormément pour nous et nous voulons continuer à travailler en collaboration avec eux pour vraiment faire la promotion parce que c'est un chantier énorme. On a 54 pays sur le continent. Il y a du talent partout. Il n'y a pas de petits pays. Et je pense que ça va justement contribuer à avoir accès, à donner accès à plus de jeunes d'opportunités à travers les camps que ces joueurs NBA qui sont africains de souche ou de la diaspora qu'ils organisent. Vous voulez rajouter un truc, les mecs? Non. Non, on est bien. Donc, on a parlé donc d'un Luc Mbamouté, donc qui a fait le lien entre la génération Olajuwon, Mutombo, Ball. Et aujourd'hui, on a quand même le continent africain a quand même un mec comme Joel Embiid qui est quand même une figure importante de la ligue aujourd'hui par son talent, par son charisme. Et on a aussi un champion NBA africain. Et quand on voit les dernières finales NBA qu'il a fait, il ne s'est pas contenté d'être assis au bout du banc. Donc, on a l'impression que le basket africain n'a jamais cessé, depuis les années 80, n'a jamais cessé d'être représenté dans la ligue, Nico. Là, tu finis avec, en 2020 avec 2 starters au Star, votés par le public. Ouais, votés par le public et par leur père, donc Siakam et Embiid. Donc voilà, tu auras dit ça il y a 10-15 ans, on n'aurait peut-être pas cru. Quand Deng est All-Star à Orlando avec le t-shirt, avec l'Afrique, c'était énorme déjà. Et c'était à peine 8 ans. C'était il n'y a pas si longtemps que ça. Là, tu es en 2020, tu as 2 starters, purs africains, starters en All-Star Game. Donc, ça monte évolution qu'il y a depuis, on va dire, 84, enfin, depuis Hakim. Hein, depuis Hakim et l'évolution du basket africain en NBA, spécifiquement, parce qu'on parle de ça. Et c'est que le début parce que je pense qu'il y aura plus tard, voilà, ça va. On a eu Hakim déjà, mais est-ce que Siakam va peut-être mener Toronto au titre et avoir un MVP des finales et un MVP de la NBA africain? Ça va revenir. Il n'y aura pas que Hakim, ça va arriver encore une fois, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a 2 profils avec Embiid et Siakam. Pardon, Steph. Amadou, justement, j'aimerais bien que tu nous parles de Pascal Siakam, un garçon qui arrive en NBA, qui va faire de la G-League. Est-ce que toi, avec ton regard d'ancien, quand tu bossais avec Dallas, tu en as vu des milliers de joueurs, est-ce que toi, tu t'es dit, ce garçon-là, ça va devenir une superstar? Absolument. Comme Nicolas a dit tout à l'heure, il est en train
de faire ce chemin. Sa progression a été fulgurante, mais constante. Il est venu, il a été drafté, je ne sais plus quoi, 21e, 27e, ouais, quelque chose comme ça. 27e. Bon. Voilà. Mais il vient en tant que rookie, ce qu'il a pu montrer. Et il a eu des performances dominantes. Mais si on observe son jeu, on sait qu'il y a une marge énorme, parce que c'est toujours le joueur le plus fin dans le geste. Et tout ça, c'est des choses qui vont être améliorées. Moi, je pense qu'il va continuer sur cette… Écoutez, Toronto a perdu Kawhi, mais il reste quand même parmi… voilà. Ils sont bien plus haut que ce qu'on espérait. Hein. Ouais. Voilà. Et je pense qu'ils sont toujours là. Ils vont toujours être des gens qui vont postuler pour le titre. C'est parce qu'ils ont un joueur spécial. Alors, pour moi, comment dire, le sky is the limit pour lui. C'est un garçon qui est travailleur, qui est sérieux, qui va bien s'occuper de son physique. Et il est encore très jeune dans son parcours. Je ne suis pas surpris du tout par rapport à ce qu'il va continuer de réaliser. Moi, pour peut-être ajouter juste quelque chose sur ce que disait Nico tout à l'heure, que oui, il y a eu Joël, il y a eu Pascal dans le starter, et ce n'est pas par coïncidence. Et le nombre de joueurs africains vont continuer à s'accroître, va continuer à s'accroître à cause du travail qui se fait maintenant où il y a plus d'opportunités. Les jeunes peuvent jouer dans les ligues junior NBA et tout cela. Mais pour moi, là où je vois l'opportunité, c'est que, par exemple, à travers la Basketball Africa League, on a une ligue en Afrique qui peut être un réceptacle pour tout ce talent, qui ne pourra pas aller se produire en Amérique ou dans l'Euroleague. Nous allons faire de cette ligue l'une des toutes meilleures ligues professionnelles de basket au monde, qui va garder le talent africain, attirer du talent africain. On en sera à un moment où les joueurs africains dans la NBA, comme cela se fait avec les Chinois ou les Yougos ou les Espagnols qui retournent jouer dans leur pays d'origine pour continuer à contribuer dans l'évolution des choses. Ce jour viendra en Afrique, à la Basketball Africa League. C'est pourquoi notre focus, c'est de professionnaliser l'environnement, pour que ça produise plus que juste des joueurs, des entraîneurs, des administrateurs. Et je pense que c'est la plateforme, un peu comme la G-League est pour la NBA. On a parlé donc de Serkan Dambil. Est-ce qu'on a peut-être oublié du monde? Est-ce qu'il y a des gens pour vous qu'on a oublié? Ça me gênerait quand même qu'on ne cite pas des joueurs africains. Est-ce qu'il y a des gens qu'on aurait pu oublier? Après, moi, j'avais une info cette semaine qui est tombée, c'est que par exemple, c'est Spencer Dinwiddie qui pourrait récupérer un passeport pour jouer avec le Nigeria. Est-ce que ça, c'est fait? Est-ce que ça, c'est plutôt bien vu pour le basket africain, ou justement, c'est un peu tombé dans des dérives comme on peut le voir parfois en Europe avec des Américains qui ont des passeports finlandais, macédoniens ou autres? Écoutez, j'ai eu des conversations avec des amis de Nigeria. À ce qui paraît, il y a eu une petite tollée au Nigeria où des gens, des sportifs qui se disent que non, ils n'ont pas besoin de ça parce que le Nigeria a tellement de talent. Mais écoutez, je pense qu'il y a un règlement avec la FIBA où je pense que toutes les équipes au monde ont droit à naturaliser. D'où qu'il peut venir. Spencer Dinwiddie, c'est quand même top. Hein? C'est un talent, c'est quelqu'un qui est dans l'antichambre, n'est-ce pas, de l'équipe All-Star. Je pense que s'il a envie de faire partie de cette aventure, parce que certainement il a été recruté pour cela, moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Mais maintenant, je le dis, j'ai un regard de l'extérieur, mais je pense qu'il y a peut-être d'autres qui peuvent être, qui ont la fibre nationale, qui peuvent penser que, hey, on en a plein. Bon, ils en ont plein. C'est vrai que le Nigeria, c'est plus de 200 millions d'habitants. Il y a du talent partout dans le monde, mais ça ne me dérange pas du tout. Et je pense que j'aime bien ce qu'ils sont en train de faire. Hein. Ils sont en train de… Belle équipe, hein. Ils ont régalé il y a un an la Coupe
du monde, ils avaient une très belle équipe. Ils avaient une belle équipe. Et puis, avec ce qu'ils font, avec, ils sont allés chercher Mike Brown pour être coach et ils sont en train de mettre une véritable infrastructure pour postuler à gagner une médaille. Et pour nous, c'est ça l'ambition. L'ambition de l'Afrique devrait être que nos équipes nationales aillent dans tous ces tournois, soit au JO ou aux championnats du monde. Pour prendre des médailles. Exactement. Légitimement prétendre à des médailles. Et je pense que c'est ce que le Nigeria est en train de faire. Le Sénégal pourrait être un jour dans cette branche aussi, parce que le talent est là. Il faut que l'organisation et l'administration suivent. Je sais que nous, en France, l'année dernière, on était très intéressés pour récupérer Joel Embiid. J'en ai entendu parler. J'en ai entendu parler. Mais écoute, on ne peut pas blâmer les gens pour essayer. Maintenant, bon. Après s'il joue pour le Cameroun avec Pascal, ça te fait un duo d'intérieur. Non, non, non. Plus Jérémy Enzeli sur le poste 2. Mais, les gars, juste pour faire un peu, il y a des joueurs. Donc, tout à l'heure, je dis, je voudrais qu'on n'oublie personne. Et évidemment, on en a oublié. Donc, on va parler forcément de Aminou. Il y a notre ami Serge Ibaka, quand même. Serge Ibaka, pour moi, il est top 5 All-Star. Enfin, top 5 des meilleurs joueurs de l'histoire africaine. Ça m'aurait embêté quand même qu'on ne le cite pas. On l'a à peine murmuré, mais Bismarck Biombo, évidemment, fait partie de cette liste. Il y en a eu plein. Il y a eu Desagana Diop, qui a joué à Dallas aussi. Il y a eu Festus Ezeli, qui est champion avec les Warriors. Il y a Emmanuel Moudjé, Ekpe Udo. Ouais, Jordi Dieng. Ouais, Oji Anunobi. Exactement. C'est pourquoi quand je disais que bon, si on Taco parle de… Bon, après, Taco Fall, c'est un Américain. Mais… d'origine sénégalaise. Attention à ce que tu dis. Attention à ce que tu dis. Nico est d'origine camerounaise, Taco Fall est d'origine sénégalaise. Moi, je suis d'origine bretonne. Pas de problème. Non. Mais Taco, il est venu de Dakar. Taco, c'est quelqu'un qui est en Amérique depuis peut-être 6 ans. Hein. Il a grandi au Sénégal. Est-ce qu'il va jouer avec l'équipe du Sénégal? Ça serait incroyable de voir Taco Fall en FIBA. Non, ça va se faire, c'est sûr. Je pense que les gars ont essayé de l'appeler pour le dernier mondial, mais bon, comme il venait d'arriver et puis il n'avait pas encore son destin n'était pas encore scellé. N'oubliez pas que c'est quelqu'un qui est venu à Boston et que bon, il fallait la Summer League et tout ça. Mais pour moi, je dis que tous les joueurs africains qui sont arrivés en NBA méritent d'être cités parce que c'est un club vraiment extraordinairement fermé. J'ai écouté quelqu'un hier qui disait que, imaginez-vous que dans toute l'histoire de la NBA, il y a quelque chose comme peut-être 4000 joueurs dans toute l'histoire de la NBA. Alors, pour moi, d'en faire partie, c'est quelque chose de spécial, que ce soit tous les Mamadou Ndiaye ou Olomide Oyedeji, tous ces gens qui ont été quand même parmi les premiers à être entrés dans la draft, qui n'ont pas eu la longue carrière que d'autres ont et que cette nouvelle génération est en train de vraiment bâtir des choses extraordinaires, mais sur les épaules de ceux qui ont ouvert la voie pour Mbenga, DJ Mbenga. Et n'oublions pas que le gars, il a, je pense, quelque chose comme 4 bagues ou 3. Il a joué 4 fois en finale avec nous à Dallas en 2006 et je sais qu'ils ont gagné à LA, je pense, en 2000. 7, il a gagné 3 à LA. Ça, c'est pas. Il fait 2, je crois. Il fait 2 LA et 4 finales en tout. Ouais, 4 en tout, il en gagne 2. C'est ça. Il y a des joueurs aussi. Donc, il y a Josh Okoji, souvent, qui est à Minnesota, qui est un super joueur en devenir. Il y a l'un des plus grands busts NBA. On a fait une vidéo là-dessus, c'est Hachim Tabit. On se doit de le citer. Et puis, il y a, tout à l'heure, on parlait d'Evan Fournier et du basket algérien, enfin, le basket nord-africain de manière générale. Il y a Salah Mejri quand même. Le Tunisien, c'est aussi important de parler aussi de ce basket nord-africain. Qui a été un pivot très, très respectable. Il a été dans la rotation. Grand ami de Greg Beugnot. Il a montré quand même beaucoup de choses. Et même, il y a d'autres joueurs qui n'ont pas eu le même… mais juste leur histoire, comment ils sont arrivés dans la ligue. Un garçon comme Papso, qui s'est cassé la colonne vertébrale et qui est revenu dans la ligue à Toronto à l'époque. Et c'est des gens qui, personne ne pensait grand-chose, mais ils se sont quand même, ils ont travaillé pour prouver
leur chemin dans la ligue. Alors, c'est un grand mérite. Je pense que pour moi, tout ce qui a été dans la ligue, on mérite. Mais c'est vrai que je voulais vous laisser le soin de faire ce ranking-là. Mais à l'aise, je peux parler de Hakim, de Dikembe et de Mammouth. Bon, on avait surtout envie de parler de l'influence du basket africain sur la NBA. C'est pas les Boniface Sendon qui assiste. Boniface Sendon qui a joué à Dijon, en France. Il a fourni la France comme il fallait. C'est vrai que les gens oublient qu'il a joué en NBA. Oui, Boniface. Il a fait toute une saison. Sacré joueur. Hein. Voilà, et il retourne. Là, il fait de très bon travail dans le staff à Denver. Et il a gagné l'Euroleague avec Barcelone. Ouais, je pense que ça aussi, c'est important. Il y a plein de mecs. Ruben Boumtje, Christian Enyanga aussi. Christian Enyanga, absolument. Et un garçon qui était à Basketball Without Borders aussi, je pense, en 2004 ou quelque chose comme ça. Salomon Alabi, il y a eu Mohamed Sayer-Sen. Bon, même s'ils ont eu juste pour dire que le potentiel était là. Maintenant, il y a des moyens beaucoup plus avancés pour permettre à ces jeunes d'être mieux préparés. Parce qu'il y a plus de compétitions, il y a plus de camps qui s'organisent sur le continent, soit par nos joueurs, soit par ce que fait NBA Africa et d'autres organisations qui sont, qui sont impliquées au niveau grassroots. Mais surtout, moi, c'est les joueurs qui reviennent toujours pour organiser des camps, pour un peu give back. Ça, c'est quelque chose à noter. Peut-être pour moi, une autre rubrique, c'est des joueurs africains qui n'ont pas joué à NBA, mais que moi, je suis persuadé que c'est une question d'époque. S'ils avaient la même opportunité en termes d'exposure aujourd'hui, c'est des gens qui pourraient faire de très belles carrières en NBA. Tu penses à qui? Malay Ndoye? Jean-Jacques Conceição. Anissé Lavodrama avant, Bengali Kaba, Mathieu Bisseni. Comment il s'appelle en Côte d'Ivoire? Drissa Dieye. Malay a joué en universitaire à Furman University. Je crois que il a eu une belle carrière. Plus tard, dans ces dernières années, il a toujours été un bon shooter, mais je crois qu'il s'est beaucoup plus bonifié. À Marassi, hein. Comment dire, dans la fin de sa carrière. Mais j'en oublie d'autres, hein, mais c'est sûr qu'il y a eu plein d'Africains. On a parlé de Malay Ndoye qui est dans une compétition nationale, je crois qu'il avait pas loin d'avoir mis 30 pions à Team USA, hein, il me semble. C'est un shooter d'élite, peut-être que c'est pas comme la versatilité qu'on voit maintenant chez nos joueurs, mais c'était l'un des tout premiers à 6'9". Je me rappelle le tournoi qu'on organisait à Dallas. Je mettais une équipe de jeunes Africains qui étaient en Amérique. On a eu des gens comme Hashim Thabit, ils ont joué dedans, Sayer-Sen, Malay. La première édition, il était le meneur de jeu parce que c'était le plus petit de l'équipe à 6'9", 2,05 m. Et il maniait un peu la balle mieux que les autres. Mais voilà. Hashim Thabit, c'était un sacré talent. Et pour être honnête, à ce jour, moi, je suis toujours perplexe et toujours j'attends à ce qu'il retourne dans la ligue parce qu'il a tout le talent qu'il faut. C'est pourquoi, c'est vrai qu'il était quoi, numéro 2 C'était numéro 2. Bon, en tout cas, merci Amadou. Merci beaucoup. C'est un plaisir de t'avoir. Je vous remercie et je vous encourage aussi dans ce que vous faites. J'ai vu l'émission la dernière fois avec Tony et Nico quand vous parlez des meilleurs meneurs de jeu de tous les temps. Alors, quand on m'a parlé de venir ça, j'avais peur qu'on allait me mettre dans une position où on parlait de... C'est pas le genre de la maison. Mais en tout cas, et puis restez en contact. Je vous encourage à suivre ce qui va se passer sur la Basketball Africa League. On va le faire. 20h là, je vais être avec Paps Mansou sur le At the Ball en Instagram Live. Et si vous avez des idées, n'hésitez pas à les balancer.
C'est Et gentil. puis, quand on aura commencé, on aimerait bien vous recevoir, vous avoir dans une Avec de nos plaisir. villes où nous allons jouer. Et joignez-vous à nous. Merci OK? beaucoup. Merci, Voilà, encore. merci. Merci beaucoup, Amadou. Merci Amadou. Grand plaisir. À Ciao. bientôt. Bon courage. Allez, au revoir. Nous, on va continuer, Juan. Ouais, on va continuer. C'était très intéressant d'avoir Amadou vraiment parce qu'on entend beaucoup de choses quelque part sur le développement du basket en Afrique, mais c'est quand même bien d'avoir les acteurs principaux de ce développement. C'était vraiment, vraiment très intéressant. Avant qu'on aille sur le quiz, parce qu'on ne va pas se quitter les gars sans un petit quiz, je vois Steph qui a déjà le nez qui coule parce qu'il a envie de nous parler de son quiz. Je voulais juste qu'on a parlé de joueurs. Je voudrais aussi quand même, ça m'embêterait de ne pas citer Bouna Ndiaye, qui donc beaucoup fait pour les jeunes baskets français. Nico, tu ne diras pas le contraire, mais qui aussi œuvre aussi beaucoup pour le basket en Afrique, Nico. Non, c'est quelqu'un, voilà, moi je bosse avec lui depuis que j'ai 16 ans. Donc voilà, il a fait beaucoup pour moi, voilà, particulièrement depuis quasiment 15 ans. Donc avec tous les gens qu'on connaît, la Rudy, la Yann, la Evan, il a Franck Nilikina, comme il est nommé parmi les joueurs africains d'ailleurs. Donc Franck est dedans. Enfin voilà, tout ce qu'il a fait depuis maintenant avec Jeremy Djana dans le basket masculin et féminin, mais surtout ce que Bouna fait en Afrique est extraordinaire. Donc il œuvre beaucoup, il fait beaucoup de camps là-bas, il fait venir beaucoup de jeunes, il aide beaucoup, il bosse beaucoup aussi avec tout ce qui se fait là-bas en Afrique avec la NBA. Donc et puis c'est je crois le premier agent africain NBA. C'est le premier. Donc voilà, aussi, c'est pas rien parce que c'est aussi un monde de la NBA. Il y a ça aussi, quoi. On a parlé des joueurs, on a parlé des dirigeants, on a parlé des coachs, mais il y a ça aussi. Il a cassé un peu cette barrière, quoi. Bah voilà, ça a été ses premiers étrangers et même les premiers Africains, premiers étrangers aussi. Donc c'est quand même fort, c'est aussi impuni dans son domaine. Et Maktar qui a suivi. Maintenant, Maktar a suivi derrière. Maktar aussi était agent derrière. Et puis, accessoirement, Tom et moi, depuis qu'on a commencé First Team, avant Upcast, avant même Ariuki Jingmi, chaque fois qu'on a sollicité Jérémy Bouna pour avoir des interviews, ils nous ont toujours dit oui. Donc voilà, donc c'était aussi une manière de les saluer. Steph, je te laisse. Oui. Alors, le dernier quiz, c'est moi qui l'ai gagné, les gars. Oh non! Oh, gros, je l'ai gagné. Qu'est-ce qu'il y a sur un Marcus Pfizer, Marcus Pfizer du diable. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Écoutez, là, ça va être des questions de rapidité. Le premier qui répond. Est-ce que vous pouvez me citer cette saison en NBA le seul joueur en provenance d'Angola? Wow. Moudier? Non. Non. Ah, Congo. Ouais, Congo, je sais. Oh putain. Congo, là, c'est dur. Hein. Est-ce que vous voulez son équipe? Vas-y. Ouais. Putain. ATL. Atlanta. Hein? Il y a un Angola. Ah oui, Fernando. Bruno Fernando. Ah oui, bravo! Un espèce de tonton. Lui, gros. Un Lui, point. il fait du taf. Hein. Ouais, c'est un bon joueur. Ouais, Putain, tu sais ouais. que je croyais qu'il était brésilien, lui. Il est tellement dans la dureté, Oh. gros. Qualité première. Il n'est pas brésilien, lui. Non, Ouais, Angola. il est angolais. Angolais. Tu vois, moi, c'est j'avais pas- dit brésilien. J'avais demandé, on m'a dit Brésil, moi. Ouais, Ouais. T'as pas les bonnes infos, Nico. Pas Attends, brésilien, ouais, peut-être. Attends, je vérifie parce que votre histoire, elle est bancale. Justement, j'avais demandé, on m'a dit Brésil. Respectez pas, gros. Moi, je te respecte. Luanda, Angola, non, il n'y a rien à Ah, dire. merci. Bruno L'équipe Fernando. nationale et tout, il n'y a rien à dire. Tonton des familles. 1-0, Erwan Aboutrach. Et on s'arrête là. Merci, Erwan. Voilà. Allez, on se retrouve mardi pour le débrief de The Live Dance. Pouvez-vous me citer le seul joueur capverdien à avoir joué en NBA? Cap-Verdien. Rémi Frère Cabral. Un Il joue plus, là. Cap-Verdien. Putain, le premier mec à qui j'ai pensé, c'est Sefolocha, mais il est sud-africain, donc rien à voir. Et d'ailleurs, il est joueur africain lui aussi. Ouais. Bravo. Il joue en ce moment. Ouais, il joue en ce moment. Et Il joue à Miami, même. Non, il joue plus en NBA, mais il détruit une autre ligue très forte. Ah, mais il y a Real Madrid. Le mec du Real Madrid. Comment il s'appelle? Le big man. Tavares, non. Ah, putain, j'ai vu son nom. Non, Tavares, non. Tavares. Eddie Tavares, je donne le point à Nico quand même. Oh, attends, Il est plus au Real, là. Si, il est plus au Real. Il est au Real. Attends, gros, Nico, il dit détruit. Hugo Chavez. Le mec s'appelle Tavares et tu lui donnes Non, le- j'ai dit Tavares. Non, j'ai dit Tavares. Hein. Il a dit Tavares. Eddie Tavares. Eddie Eddie Tavares, seul joueur capverdien de l'histoire de Non, mais c'est l'NBA. comme si tu disais, oui, je pensais à un joueur français, Toum. Il manque bas avant. Gros, il manque un syllabe, frère. Tavares. Pardon. J'avais l'équipe au moins. C'est vrai. À Cleveland avant NBA. Ouais, exactement. Mais oui, le grand steak, là. Ensuite, les amis, là, il y a deux noms. Il va falloir me citer deux noms. Le premier qui me cite deux noms.
Sachant que, alors je vous préviens tout de suite, si vous en citez un, c'est pas bon. Faites en sorte d'avoir les deux noms et après vous balancez les réponses. Citez-moi les 2 joueurs actuellement en NBA originaires de Guinée. Wow. J'ai pas. Je vais vous donner des indices. Ah, vas-y, hein, parce que waouh. Il y en a un. Répondez pas, il faut avoir les deux noms. Hein. Oui, oui, Il y en oui. a un, il y en a un qui joue en Jeep Elite l'année dernière. Et il y en a un autre qui a fait un concours de dunk en 2017 et qui joue à OKC aujourd'hui. Ah, Ok, j'en ai un. J'en ai un. Un mec et le premier, t'as dit, il a joué en Jeep Elite. Ouais, Et il est en NBA cette année? ouais. Putain, c'est qui t'a. Il Non. joue à quelle équipe en NBA? Il jouait dans une équipe où j'ai pas énormément de supporters dans les tribunes. Attends. Ah, non. À Limoges, il jouait. Ah, Ah, nulle part. Vous savez pas? William Vous savez Howard et Amadou Diallo? Non. Non, mais c'est pas Non. Vous donnez votre langue au chat? Non, attends. Donne-moi notre Mais à indice pour le Limoges, premier. qui c'est qui joue à Limoges? Samardo Samuel et. Non, il est jamaïcain, Samardo Samuel. Ah ouais. Amidou très Diallo, on l'a en tout cas. Je Le suis, deuxième. je suis très déçu. C'est cool. C'est Koudoumbouya. Ah, c'est cool. Oh là là. Vous Oh là êtes là. catastrophique. Vous Oh là êtes là. catastrophique. Ah oui, ouais. bah oui, mais là, Ah, mais- oui. Quant à l'évidence, des fois. Ah oui, c'est cool, bien sûr. Oh. C'est Koudoumbouya et Amidou Diallo. Très bien. Ah oui, il a joué à Limoges, effectivement. Ah oui, Oui. l'année dernière, oui. C'est tout à fait vrai, Stephen. Voilà. On passe à 2 qui suis-je. Vous êtes prêts? Toujours en relation avec le continent africain, bien entendu, dans le thème. Je suis né en 1983 dans une capitale européenne, mais je grandis plutôt du côté de Tulsa, aux États-Unis. Je suis 1m96. Je suis très très fort en high school et je suis recruté dans un très joli programme NCAA coaché par Tubby Smith. Je fais 3 ans avant de me présenter à la draft. Aucune franchise NBA me choisit. Je débute donc en D-League à l'époque, où je joue 1 saison et demie. Au milieu de la Udoka deuxième- Pardon? Ah, Non. T'as dit quoi, Thomas? Udoka, je dis. Non. Nico, t'as dit quoi? Pops. Bensa Bansou? Non, c'est pas ça. Au milieu de la deuxième année, en 2007, je suis appelé dans la Grande Ligue par les Golden State Warriors. Je vais Oh, donc. Azubuike. C'est ça. Je suis Ouais. Kelena Azubuike. Elena. Bravo. Bravo. Il bosse toujours d'ailleurs. Il bosse Ouais. quand même. Un point pour Tom. On en est où là? Thomas a trouvé un point pour Nico. On a égalité, donc c'est qui Oui, suit, on a je la égalité. gagne. Tout le monde a un point. On est prêt pour le dernier Q6. Donc, Moi, le j'ai seul point de Nico, c'est Tavez à la place de Tavares. Ouais, il a dit Real Madrid, Tavez. Ok. J'ai compris qu'il l'avait. Aucun problème, Stéphane. Stéphane Lebrun, vas-y, il n'y a pas de problème. Alors, dernier qui suit. Moi, j'ai 26 ans et je suis encore en activité. Je suis né sur le continent africain. Je mesure 1m96, je joue sur le poste d'arrière. Je suis passé par 2 facs. J'ai fait 2 ans à Northern Illinois, puis 2 ans à Iowa State. Je suis drafté en 2016, 58e choix par les Celtics de Boston. Je ne joue pas avec Boston la première année, mais je suis élu rookie de l'année en D-League Waouh. avant de jouer. Siakam. Pardon? Siakam. Non. Avant de jouer 48 matchs la saison suivante avec Boston, dont 11 en play-off. Quoi? Ah, je sais qui c'est le Le mec, il est au KC Ah maintenant. ouais, comment il Il est s'appelle? au KC Ogilvy. Non, il est au Non. KC maintenant. Non. Il n'est pas au KC maintenant. Je peux finir? Vous avez faux. Abdelnader. Abdelnader comme Égypte. Il est à Oklahoma maintenant. Mais oui, bravo. Égyptien. Exactement. Abdelnader. Je suis bilingue, puisqu'en Merci, plus de Nico. maîtriser l'anglais, je parle couramment arabe, puisque je suis resté jusqu'à l'âge de 8 ans auprès des pyramides. Égyptien, c'est pas ça. Je suis Abdelnader, Égyptien. from Egypt. Bravo. Égypte, c'est Oh, ça, le... ouais. oh, but en jeu de la main, ça célèbre. Bravo, Erwan. Incroyable, bravo. Abdelnader. On était Oh, chaud sur putain. Okugélé là, on était chaud. Ogilvy, mais oui. Okugélé, ouais.
De rien. Au QG, Ouais, je suis fatigué, gros. J'appelle Karim, j'appelle Hakim Karim, je suis au bout de Ah ouais, au bout de 5 minutes d'émission, j'appelle Karim Abdul-Jabbar. Karim Qui me Abdul-Jabbar. joue. Ouais, mais gros, avant l'émission, j'étais sur ma terrasse avec 25 degrés plein fer. Ça ne m'a pas aidé. Hein. Bon, mais c'était Wow. très cool, les gars. Ouais, Ouais, c'était cool. absolument, c'était très cool. C'était très cool. On se retrouve, Mardi matin. Mardi, les gars. Donc lundi, Alors, on est ouais. dispo on se regarde The Last Dance épisodes 3 et 4. Et on se fait l'enregistrement dans l'après-midi et on le met en ligne dès mardi matin. Voilà, très bien. C'est important de dire que quoi apparemment, il y a certains. Enfin, les épisodes seraient sortis, auraient leaké. Nous, on va les regarder 2 par 2. Comme ça, on se fait un débrief vraiment 2 par 2 jusqu'au bout. On suit le rythme de Netflix. Évitez de nous envoyer des messages pour nous donner les liens, s'il vous plaît, les amis. Ouais, on Regardez-le, ne tentez pas. on s'en branle de vos Ne messages. tentez pas. Je veux que tout le monde regarde, gros. Je veux des épisodes 5, 6. Ça fait des débriefs par mail maintenant, les gars. Oh. Voilà. Ouais. Et Nico, Oui, Nico, vite fait, il y a une rumeur, enfin, après c'est Twitter, on ne sait pas trop ce que ça vaut, où on parlait peut-être de reprendre la saison NBA avec directement des playoffs, les 2 premiers qui seraient directement qualifiés au 2e tour. Vous avez entendu parler de ça ou pas? Bon, c'est de la merde. Alors. C'est une info Cyril Hanouna, ça. C'est une info Cyril Hanouna que tu nous as donnée. Ah, on a 2 mails récapitulatifs de la situation par semaine. On n'a rien eu sur ces mails-là. Donc, Pas d'avancée sur une éventuelle date. On a vu que le foot, on parlait d'une reprise. non, c'est un peu le bordel ici. Hein. Bah ouais. C'est un peu le bazar. en ce moment. Rien qu'à New York. Un peu le bazar avec les manifs et tout. Les gouverneurs ne sont pas d'accord entre eux. Trump qui annonce des trucs et ça ne suit pas, ça suit. C'est un peu le bazar. Donc, je ne sais pas. Vraiment. Ok. Et Tipeee, si tu regardes la vidéo, entraîne-toi parce que je suis le roi de la mortie, mon grand. T'inquiète pas, tu sais qu'on va clipper ça et on va lui envoyer. Merci les gars, passez une bonne soirée. On se retrouve mardi pour le débrief de On tourne lundi. Tout à fait. Au revoir, à très vite. Allez, ciao l'équipe, bonne soirée. Bravo les gars. Ciao.